Le Red Star est 3. Reims affronte Clermont ou encore le leader Saint-Etienne en déplacement à Amiens. Bon début d'après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Alors l'idée de cette émission aujourd'hui, elle m'est venue après une grande discussion au sujet des croyances. Alors la plupart de nos croyances sont fausses, elles reposent sur des peurs ou des réflexions de nos proches. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, beaucoup de croyances sont divulguées sans que personne n'aille vérifier quoi que ce soit. Eh bien, le problème, c'est que nos croyances, elles nous emprisonnent. Et j'aime bien cette phrase de Patrick Daquet que j'ai fait mienne. Ne croyez pas, expérimentez. Alors, Patrick Daquet est chaman et le chamanisme évoque beaucoup le corps. Or, c'est la plupart du temps par le corps qu'on va expérimenter. Alors justement, on va expérimenter ensemble ce que nous vivons pour réussir peut-être à se libérer un peu de nos croyances et à devenir libres d'être nous-mêmes. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je vous propose de venir réagir en nous appelant au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS, Brigitte 7 20 18. Merci d'être avec nous, Patrick Daquet, bonjour. Oui, bonjour à vous, Brigitte, et bonjour aux auditeurs. C'est une phrase que vous dites souvent, hein, ne croyez pas, expérimentez. Oui, voilà, c'est cela. Dès qu'on se fait happer par la croyance, on entre dans l'ignorance et l'aveuglement. Qui est aujourd'hui, je trouve, encore plus fréquent. Ou c'est peut-être une idée, c'est peut-être parce qu'on en parle plus. Non, nous sommes dans une période effectivement assez chaotique, il faut l'accepter, mais c'est très rassurant parce que la dualité dans l'incarnation, c'est la règle de l'incarnation, nous permet toujours nous fait passer du chaos à un nouvel ordre. Donc il faut toujours passer par une petite mort quelque part pour renaître, et on vit cette période de chaos. Mais bonne nouvelle, derrière il y aura un nouvel ordre qui sera meilleur que l'ancien. Et plus on va accepter justement de lâcher, et de lâcher nos croyances notamment, mieux on va passer ce cap difficile. Et puis c'est intéressant parce que ça nous oblige à regarder nos parties sombres aussi, ne pas les ignorer. Elles sont importantes, ce sont des enseignantes aussi pour nous. Mais d'ailleurs, c'est comme en amour. Bien sûr que l'amour fait souffrir, mais c'est aussi l'amour qui nous permet de mieux nous connaître, parce que l'autre nous renvoie à nos blessures, à nos défauts, notre vulnérabilité. Mais moi, j'adore l'amour. J'ai jamais dit vous n'aimez pas l'amour. Non, mais c'est vrai, on ne progresse et on ne s'élève qu'à travers les épreuves et la souffrance. La difficulté, c'est ce qu'on appelle amour, un peu tout et n'importe quoi. Souvent, on aime un transfert, une projection de l'excellence sur quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle est. Alors que l'amour, le véritable amour, c'est aimer l'autre personne telle qu'elle est, mais c'est difficile de savoir qui elle est. Oui, ça vous parlez d'un amour qui n'est pas tellement accessible à l'humain quand même. On peut y tendre. On peut essayer on peut aller vers cette agapé, comme vous dites. Alors, les croyances, je disais dans l'intro qu'elles sont souvent là pour nous cacher les peurs qu'on a, en fait. Oui, c'est sûr qu'on a besoin d'être assuré en permanence. Et d'ailleurs, tous les bourreaux ou les manipulateurs utilisent cela parce qu'ils savent qu'il suffit de mettre en avant une peur et de se présenter comme le sauveur et le protecteur. Et ça marche à tous les coups. C'est ce que font des mauvais hommes politiques, c'est ce que font les dictateurs, c'est ce que font les manipulateurs, les gourous, enfin tous ceux qui veulent prendre le pouvoir soit sur le physique, soit sur les âmes. Alors, on va parler un peu de votre festival, Patrick Daquet. Donc, vous êtes chaman, vous avez écrit de nombreux livres qui marchent bien d'ailleurs. L'histoire d'un homme ordinaire qui devient chaman celte, c'est le dernier, je crois. Oui, aux éditions Vega. Aux éditions Vega. Et puis, vous allez nous parler également de ce 7e Festival international du film des traditions ancestrales et spirituelles chamaniques. C'est à partir du 3 octobre jusqu'au 5. C'est à Cahors. Et là, ce sont des films. Alors oui, Brigitte, ce sont des films, effectivement, c'est un festival international du film, mais, il y a un grand mais, c'est que chaque film est suivi d'un débat avec les producteurs, les réalisateurs ou des acteurs de ce film, et ensuite, il y a un concert, et ensuite, il peut y avoir aussi une cérémonie par des chamans du monde entier qui seront présents. Il y a la Mongolie, il y a le Pérou, il y a le Chili, et c'est incroyable, ce qui fait que c'est pas un film qu'on voit, c'est un module qui regroupe un certain nombre d'événements. Il y en a pour 2h30, 3h à chaque fois. Donc ce sera vraiment des soirées riches à la fois en images, mais également en échanges. Bah oui, très riches et en plus très accessibles, parce que vous imaginez pour presque 3 heures
d'action, de film, et c'est l'entrée de 18 €. Et moins si on prend tout d'un abonnement. Ce qui veut dire que c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a vraiment aucun obstacle. Alors ça part c'est des films qui montrent différents endroits du monde. Oui. Oui. Ça a l'air d'être des lieux très, j'ai presque envie de dire, avec beaucoup la nature. Hein. Oui, voilà. En fait, c'est la grande phrase, maître mot de ce festival, c'est retrouver sa nature par la nature. Et je pense que finalement, il n'y a pas d'autre issue, si je peux me permettre. On est obligé de se regarder en tant qu'un élément de la nature et étant nous-mêmes nature. Donc comme on a tendance à nous avoir fait croire dans le temps que nous étions le sommet, nous les humains, de la création du monde, les seuls à l'image de Dieu, disaient certaines religions, eh bien aujourd'hui on s'aperçoit grâce à la physique quantique que nous sommes vibration, ondulation, comme toute forme de nature. Et un arbre est aussi vivant que nous pouvons l'être, mais qu'il vibre sur d'autres fréquences, et tout est en résonance. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est une révolution totalement de la conscience, de révolution de principe de vie. En même temps, on sait aujourd'hui à quel point marcher dans la nature, par exemple, nous fait du bien. Enfin, on a aujourd'hui retrouvé quand même ces racines. Oui, mais on pensait aussi que ceux qui étaient adeptes des intégristes de la nature étaient des huluberlus. Et aujourd'hui, qu'on s'aperçoit que, bien non, on n'a pas le choix. Nous sommes nous-mêmes nature, on n'est pas étranger à la nature. Et la physique quantique, j'aime la science pour cela. Quand elle a de la conscience, c'est le cas de la physique quantique, parce qu'elle remet, elle nous oblige à retrouver des sagesses ancestrales que les peuples autochtones, les plus anciens, ceux qui ne s'étaient pas fourvoyés dans des chemins perdus, avaient cette sagesse, c'est la sagesse de l'origine. Et cette sagesse de l'origine nous ramène toujours à la densification dans notre corps, dans la matière, dans la création. Pour revenir un peu au sujet du jour, le corps, je dis donc, ne croyez pas expérimenter, c'est par le corps finalement qu'on sent si c'est vrai ou si c'est faux pour nous. Exactement, on peut se raconter des histoires avec la tête, le mental, et on peut être un mystique complètement décalé, mais on est fini toujours, on nous rattrape toujours par la réalité. La réalité, c'est notre corps. D'ailleurs, le corps, c'est donc à la fois les sentiments, les émotions. On a parlé de l'amour, mais c'est aussi comment dirais-je, la pulsion de vie et la pulsion sexuelle. Bien sûr, mais quand il y a quelque chose qui va pas, d'ailleurs le mal a dit, le mal nous parle, le corps réagit, quoi. Et ça, personne ne peut le contester. Il y a toujours une corrélation entre nos perturbations physiques et nos perturbations psychiques. C'est intéressant quand même. Alors oui, vous avez parlé de la sexualité. La sexualité, c'est la vie. C'est une source jaillissante de la terre-mère, si on peut dire, qui vient nous abreuver et qui nous encense et qui nous ensemence. Voilà. On va en tout cas revenir sur les croyances et l'expérimentation. Vous avez envie de réagir. Si vous avez des croyances et que vous avez envie de les vérifier avec nous, pourquoi pas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Patrick Daquet est avec nous, chaman. Je crois que vous vouliez revenir aussi sur les croyances avant de donner la parole à Muriel. Oui, Muriel, merci de votre témoignage qui va être certainement intéressant. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a tous besoin de croyances. La croyance, c'est un peu comme les marches d'un escalier, ça nous aide à avoir un objectif. Mais, en même temps, il ne faut pas être dupe de sa propre croyance de l'instant parce qu'elle va changer. Ce que je croyais, moi, il y a 30 ans, 40 ans, n'est plus la même chose aujourd'hui. Donc les croyances sont nécessaires parce que c'est une lumière dans l'obscurité, mais il faut pas être dupe de notre propre croyance qui va évoluer. Voilà. En fait, c'est un l'ode à la tolérance, tout ça. Évidemment. Muriel, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick Daquet. Bonjour Brigitte. Muriel. Muriel, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Alors moi, je vais parler davantage de croyances éducationnelles ou familiales même. Oui, très bien. Parce qu'en fait, j'ai la cinquantaine. Mes parents ont été aimants, certes, mais sans démonstration, sans dire je t'aime, sans câlin. Et moi, quand j'ai fait famille, je suis rentrée dans ça.
Et mon mari me l'a reproché. Il m'a dit mais pourquoi même aujourd'hui j'ai du mal, alors que j'ai la cinquantaine, à dire je t'aime. Alors les câlins, j'étais très proche des enfants, je les câlinais beaucoup, mais le mot je t'aime c'était compliqué. Ça fait quand même 5 fois, vous venez de le dire, hein, je t'aime. Complètement. Bravo. Ouais. Merci. Mais il faudrait que je le destine plutôt à mes enfants, à ma famille proche. Ça c'est compliqué. Voilà. Du coup, ça me parle par rapport au témoignage que vous venez de soulever par rapport au corps et à la psyché. J'ai fait une formation en psychogénéalogie. Oui. Et je n'ai pas du tout été du côté de ma famille. J'ai été du côté de la famille de mon compagnon. D'ailleurs, ça a été soulevé par le formateur. Et suite à cette formation, le dernier jour, je suis ressortie avec un rush cutané facial. Eh oui. Voilà. Donc je pense que je me suis prise en pleine poire certaines choses que je voulais pas voir. Et là, on ne voyait que ça. Mais oui, le corps a parlé. Voilà. Et qu'est-ce que vous en avez déduit? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à vous pencher justement sur la généalogie de votre famille? La crainte de découvrir certaines choses. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu, quand j'étais enceinte de mon aîné, j'ai voulu faire mon arbre généalogique et j'ai senti beaucoup de déni. Enfin, les personnes voulaient me donner des renseignements et tout le monde est très fermé. Et ça m'a un peu surprise et du coup, je suis passée à autre chose. Et là, aujourd'hui, je m'y replonge. Voilà. Et vous leur avez pas demandé à un moment donné pourquoi ils veulent pas vous donner ces renseignements? Je crois qu'il y a des. Enfin, j'ai déjà soulevé un lièvre. Il y a un enfant qui n'a pas été reconnu. Et un enfant illégitime, donc. Voilà. Avec des secrets de famille très lourds. Toutes mes tantes ont des problèmes de surdité, des problèmes pulmonaires. Enfin, il y a quand même beaucoup de surdité. Il y a des choses qu'on ne peut pas entendre, je crois. Ah oui. Voilà. Donc ça parle. Mon fils aussi a eu des problèmes sanguins. Et du coup, on m'a soulevé la problématique excusez-moi, j'ai un écho, c'est compliqué. On vous entend bien, continuez, je vous en prie. D'accord. Au niveau sanguin, ils m'ont dit s'il n'avait pas un profil d'un Sicilien. Parce qu'il avait des globules rouges très gros et très peu nombreux, qui est le profil type des Siciliens. Voilà. Et ça a soulevé du coup des réflexions de mon origine. Oui, je comprends bien. Je suis assez typée. Voilà. Donc ça a nourri aussi tous mes questionnements. Mais si votre mère est encore en vie, déjà, posez-lui franchement la question. Oui. Ah ben elle s'y intéresse, au contraire, elle est assez ouverte. Bon. Voilà. Parce qu'il peut y avoir en effet des secrets de famille, ça c'est pratiquement, il y en a pratiquement dans toutes les familles, de toute façon. Mais ressentez aussi, on parle d'expérimenter plutôt que de croire, mais j'aime bien aussi ressentez aussi. Ressentez ce qui a l'air d'avoir du sens pour vous et ce qui n'en a pas. Et allez vous voyez, et essayez de vous servir de vos ressentis pour aller dans cette direction, pour aller mener votre petite enquête, parce que là c'est une enquête qu'il faut mener. Ah oui. C'est vrai. Et si je peux me permettre, vous ne pouvez pas y échapper. Nous sommes 8 milliards sur cette planète, il y a 8 milliards de scénarios différents. Et tous, on a une sorte de scénario fait sur mesure. Je suis émerveillé de ça. Et à chaque fois, ce qu'on veut pas comprendre par la sagesse, on nous le fait comprendre par des petits coups de couteau, des fois pire, des souffrances. C'est pas une punition, c'est que parce qu'on échappe, on ne veut pas voir ce qui doit être vu. Et en fait, on est sur cette terre pour en chercher en permanence l'équilibre et l'harmonie. Donc si vous, c'est cela, votre voisine ou votre ami, ça sera autre chose, mais tous, nous sommes mis dans une situation où nous sommes en permanence en train de rechercher l'équilibre et l'harmonie, et pour cela, il y a le fameux chaos, après un nouvel ordre et tout, et donc vous, c'est cela, et à travers votre arbre généalogique, vous pouvez retrouver l'équilibre, l'harmonie, puisque c'est l'objectif de la vie de tous les humains, c'est de trouver cet équilibre.
Vous, c'est le scénario. Alors allez-y, moi je vous invite à mettre le paquet, hein, parce que vous avez déjà bien avancé. Vous n'êtes pas dans le déni, donc c'est déjà la première valeur positive. Et en plus, vous avez déjà des pistes sérieuses. Donc bravo, félicitations. Maintenant, à vous de sprinter et de finir au pas de course. Oui. Alors j'ai les cousins qui justement me disent mais t'en es où? Alors ils sont très curieux de savoir eux aussi parce que y a certaines répétitions quand même qu'on sent prégnantes dans des histoires de vie, des fonctionnements. Et du coup c'est vrai que on se pose beaucoup de questions. Ouais. Mais les générations antérieures avaient tendance à accepter tous ces non-dits, etc. Dans le silence. On est beaucoup plus aujourd'hui dans l'envie de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Et je pense que ce que vous allez faire, l'enquête que vous allez réussir à mener, on n'en doute pas, ça va aider non seulement vos enfants, mais aussi vos cousins. Donc faites-le. Oui. Non seulement vous ferez du bien, mais vous ferez en plus une bonne action pour les générations qui arrivent. C'est très sage, Sylvie. C'est sage ce que vous dites, parce qu'en fait, nous, on peut rien faire pour les autres, mais par contre, nous, on peut faire pour nous. Et si moi je change, le monde change. Et si vous changez, le monde va changer également. Oui, et je l'espère beaucoup pour mes tantes qui sont, engluées de par leur problématique familiale, cette répétition, elle reste beaucoup avec le passé, avec des histoires qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Ouais. Et du coup, j'aimerais aussi les sortir de ce carcan, entre guillemets. Ce sont les sœurs de votre mère ou de votre père? Oui, de ma mère. Donc, puisque vous avez l'air d'avoir une bonne entente avec votre mère, parlez-en. Oui. J'ai initié la recherche généalogique avec une tante qui connaît, qui a des et du coup, en participant, ça l'ouvre aussi à une réflexion. Et vous voyez, ce que vous faites est utile à votre environnement, à vos proches. Oui. Donc si je comprends bien, elles sont au moins 3 filles. 6. Bon, donc vous avez 6 moyens de découvrir votre grand-mère maternelle. Alors, posez-leur à toutes les 6 des questions, notez, et puis vous allez voir, il y a des moments où ça va pas ça va pas coller. Et là, vous avez des pistes. C'est clair. C'est une bonne idée, ça. Oui, tout à fait. Et faites ça avec l'idée de vous amuser, vous voyez, comme si vous étiez une détective qui a besoin, qui va gagner des points dès qu'elle aura trouvé le loup. Hein. Hercule Poirot sans être belge. Oui, de les faire participer, je trouve c'est très ludique aussi. Oui, oui, complètement. Oui, vous les faites parler et de leur mère et de leur père. Oui. Et vous allez voir, il y a des choses. Moi, je me souviens, je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Hein. Mais mon grand-père paternel, que j'avais donc connu et qui était un homme petit, tout simple, qui avait l'air d'ailleurs tout fragile, etc., etc. Et un jour, bien longtemps après, puisqu'il était mort, et mes parents d'ailleurs étaient morts aussi, donc vous imaginez bien les années avaient passé. Eh bien, mon oncle, donc un des fils de cet homme, m'a annoncé qu'il avait collaboré avec la résistance pendant la guerre. Et cet homme qui avait été plutôt décrié par ma mère, par sa femme, par toutes les femmes en quelque sorte, je découvrais que c'était quand même, c'était un héros en quelque sorte. Et voyez, et ça c'était simplement en discutant avec mon oncle. Donc parfois, rien qu'en parlant avec quelqu'un et en questionnant et en ayant l'air de s'intéresser, les gens vous confient des choses que vous n'imaginez pas. Mais c'est clair. Donc allez-y, menez votre petite enquête. Ça c'est l'aspect important, parce que ça c'est vous qui mettez votre énergie, mais il y a une autre idée aussi que j'ai. Pourquoi vous n'essayeriez pas de vous mettre en état de conscience modifié? Il y a l'hypnose par exemple, et des différentes méthodes de votre choix, qui va vous permettre d'accéder à des secrets enfouis, inconscients, et quelquefois qui ne sont même pas de votre propre vie, quoi. Et on appelle ça les états de modifié de conscience. Et là, ça peut vous aider. Si vous faites en plus la recherche dans la matière familiale, généalogique, ce que vous allez faire, plus 1 ou 2 séances, c'est pas la peine de partir dans 40, hein, mais avec quelqu'un de compétent, je pense que vous allez très très vite avancer. Moi, je suis émerveillé d'entendre ça. Vous avez un scénario de vie passionnant. Si on le regarde d'un certain point de vue,
c'est quand même top. Vous avez toutes les pistes possibles. Eh ben Muriel, c'est une seconde naissance qui vous attend. Merci en tout cas, merci de votre témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, on va parler de la comparaison. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. À tous ceux qui se rasent à 80... Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Patrick Daquet, on va parler de la comparaison. On le sait, hein, on en parle parfois ensemble, on est tous des êtres uniques. Oui. Donc on ne devrait jamais se comparer aux autres. Malheureusement, on ne peut pas s'empêcher et forcément on va se sentir supérieur ou inférieur. Alors si on se sent inférieur, eh bien on ressent de la douleur, de l'humiliation. Puis si on se sent supérieur, généralement on se sent un peu orgueilleux, hein, bien sûr. Alors l'envie, ça correspond à une réaction agressive. L'envieux, il veut détruire l'autre ou ce que possède l'autre. Et la sagesse, eh bien, ce serait de développer son propre potentiel ou alors de prendre pour modèle celui qui est a priori mieux que nous plutôt que de le prendre en rival. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que la comparaison, elle est assez malheureusement inévitable, mais faisons-en quelque chose de positif. Comparaison n'est pas raison, Brigitte. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je voudrais dire que c'est tellement bien d'être dans la comparaison pour ceux qui se cachent derrière cela, parce que ça leur permet d'échapper à tout. Par exemple en amour, trop grande, trop maigre, trop vieille, trop jeune pour un homme, trop loin, trop noir, trop jaune. Enfin, il y a toutes les bonnes raisons de ne pas aimer, toutes les bonnes raisons de fuir. Et ça peut s'appliquer à tout dans le travail. C'est pas ce qu'on fait qui compte finalement, c'est ce que l'on met dans ce que l'on fait. Et ceux qui veulent absolument comparer vont tout le temps être dans le trop ou le pas assez. Donc on excusez-moi. élimine ces expressions. Alors excusez-moi Brigitte, mais ce qu'ils font aux autres, ils se le font à eux-mêmes, bien entendu. Ceux qui sont dans ce travers verbal ou de pensée, en fait, ils se dégradent eux-mêmes. Tout n'est que miroir. Eh bien, donc à méditer, n'est-ce pas? Steve, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Merci, bonjour à vous. Patrick Daquet, qui est avec nous. Bonjour Patrick. Oui, le sujet c'était sur les croyances. Oui, absolument. Oui. Alors, écoutez, moi j'étais en plein jusqu'à peu, et j'ai 53 ans. Et depuis l'école, alors on va dire depuis le CE1, CE2 à peu près, jusqu'à il y a pas longtemps, je croyais que j'étais pas bon quoi dans ce que je faisais et que je me trompais à chaque fois. Vous voyez ? Parce qu'à l'école, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas très, pas très bon. Voilà. Mais on m'a fait, en plus de ça, on m'a démontré que j'étais pas bon et que j'étais un mauvais élève. Je suis pour des professeurs qui n'étaient pas spécialement empathiques. Bref. Et jusqu'à peu, vous voyez que c'est un long chemin, je croyais ça. Parce qu'on me répétait très souvent que j'étais pas bon. Et du fait de ce manque de confiance qui s'installait, eh bien, je faisais beaucoup d'erreurs, évidemment. Et donc, ça confortait, en fait, le point de vue de certains professeurs, et du coup je suis resté, ça a été vraiment, j'en parle, ça peut paraître un peu particulier, le fait de l'école, etc. Et maintenant j'ai 53 ans, mais je peux vous dire que ça a été, je l'ai vécu comme un traumatisme en fait. Eh oui. Mais beaucoup de gens malheureusement partent avec cette idée. Et qu'est-ce qui fait que vous avez pu casser cette croyance ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis quelqu'un d'assez curieux, j'aime bien lire, j'aime bien découvrir certaines choses. Et en fait, je suis tombé sur des écrits assez jeunes qui me parlaient sur, alors on peut pas parler de développement personnel, enfin, j'en étais pas là. Mais je tombais sur des livres, qui m'amenaient une certaine réflexion et qui m'intéressaient, en fait. Donc, je cherchais dans ce livre très tôt des réponses par rapport à ce mal-être que j'avais en fait et ce manque de confiance absolue. Enfin, l'image de moi était pas bonne quoi. Et donc je cherchais à me rassurer en fait. Et il y a certains livres qui m'ont proposé des pistes et notamment alors bien évidemment ce que je vous propose c'est que je ne sais pas tout. Je connais pas tout. Je sais certaines choses mais je connais pas tout. Mais j'aime bien Nietzsche par exemple. Là ça m'a fait tilt en fait quand Nietzsche propose c'est pas le doute qui rend fou c'est la certitude. Et là je me dis mais oui en fait ces gens qui m'ont proposé une
image de moi désastreuse en fait, ne sont pas plus sûrs que moi. Et à partir de là, j'ai fait un long chemin, bon évidemment, je rentre pas dans les détails, qui a fait que non, c'était une image en fait, c'était pas la vérité. On me proposait une image et donc une interprétation de moi qui n'était pas la réalité. Et du coup, la certitude qu'avaient ces gens vis-à-vis de moi, mais n'en était pas une. Et à partir de là, j'ai essayé, je dis bien j'essaie, au jour d'aujourd'hui, 53 ans, j'essaie de me reconstruire. C'est peut-être pas, on n'en est pas là, mais d'apprendre et de m'accepter tel que je suis. Et non, je ne crois pas à ce qui a été dit parce que c'est pas vrai. Et je me suis... Pardon, excusez-moi. Oui, et ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on voit toujours comment, en tant qu'enfant, on va être un petit peu, évidemment, dans une croyance de ce que nous disent nos parents, et sans doute que, vous aviez l'impression que vous n'étiez pas bon, un mauvais élève, parce que vos parents ne vous ont pas donné confiance en vous. Et en général, normalement, au moment de l'adolescence, on se rebelle quand même un peu par rapport à l'image et puis le formatage que nous ont donné nos parents. Et a priori, dans ce que j'entends, c'est que vous ne vous êtes rebellé que bien plus tard. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, ma rébellion, si je peux dire, ou enfin le fait de dire non, tout simplement. Déjà, j'avais beaucoup de mal à dire non. Alors ça, c'est un autre sujet, mais en fait, oui, c'est en lien forcément avec ça. Besoin de reconnaissance et allons-y dans le trou, bien évidemment. De par mon métier, je me suis mis volontairement, je me suis exposé volontairement. C'est-à-dire que de par mon métier, j'ai proposé pendant des années des conférences en fait par rapport à ce que je fais. Et là, je puis vous dire que ça a été la première conférence que j'ai faite. Brigitte et Patrick, c'est ça? Oui, Patrick. Oui, Patrick. Ça a été terrible parce que bien évidemment, j'étais pas légitime, le syndrome de l'imposteur revenait en plein, parce que je puis vous assurer que c'est un véritable trauma. Et je prends en lien ce qu'a proposé un acteur qui est connu, mais du coup son nom m'échappe, qui en a parlé justement en disant que l'école est un véritable traumatisme pour lui. Donc du coup, je dis super ou pas super, mais je suis pas tout seul. Et donc, je me suis mis volontairement à exposer pour dire, écoutez, ce que je propose, oui, je ne dis pas que tout est vrai, mais non, je suis pas un imposteur, non, je suis pas nul, quoi. Oui, mais en même temps, vous vous mettez dans une situation où vous allez encore prouver que vous êtes mauvais. Vous voyez, tant qu'on reste dans sa croyance, et c'est une croyance. On vous avait mis dans la tête que vous étiez mauvais, mais c'était une croyance. Vous êtes bien d'accord? Oui, tout à fait. Donc c'est en ça que je dis bien, il faut absolument, à un moment donné, expérimenter. Est-ce que je suis vraiment mauvais? Et prenons un petit exemple que je connais bien. Dans votre vie amoureuse, est-ce que vous aviez des femmes qui vous disaient que vous étiez nul? Non. Alors, donc, il y avait bien un endroit où vous étiez pas mauvais. Vous avez raison, Brigitte, mais en fait, il fallait que ce que vous avez dit, j'ai écouté ce que vous avez proposé à une dame juste avant moi en me disant que c'est à moi d'évoluer pour que mon prisme à l'extérieur aussi soit différent. Donc il fallait absolument que je fasse tant bien que mal cette évolution. Je parle pas de travail, j'aime pas trop le mot travail, mais cette évolution, cette introspection, et de dire mais je n'ai pas besoin de l'approbation des autres, sans tomber dans l'orgueil ou l'ego. Bref, je sais à peu près ce que je vaux et ce que je suis, mes valeurs. Parce que là, ça en était là, ça avait même touché mes valeurs. J'ai dit, effectivement. Et ce qui n'a pas été décelé, c'est qu'à l'époque, on ne parlait pas de TDAH et HPI. Voilà, c'est juste pour faire une aparté. Et en fait, mon dysfonctionnement à l'école était lié à ça. Et on me l'a découvert, ça peut paraître très particulier ce que je dis, il y a 1 an et demi. Je m'en doutais, personnellement. J'ai dit, c'est pas possible. Non, je ne suis pas que nul à l'école, il y a quelque chose. Et donc, ça m'a aidé, non pas pour dire je suis comme ça, cette spécificité, mais de dire d'accord, à partir de là, je peux, merci à ces gens qui me l'ont dit, d'évoluer tant bien que mal. Tant bien que mal. Non, c'est pas gagné. Non, la confiance, c'est pas là. La croyance, avec cette étiquette, avec cette interprétation de moi venant de l'extérieur, elle est quand même assez présente. Donc, du coup, je suis, comme vous avez dit, Brigitte, relativement en lutte un peu tous les jours. Moi, je trouve, si vous permettez, que votre scénario de vie est très intéressant. Vous avez déjà eu accès au synopsis.
C'est déjà Oui. une première chose. Vous êtes sur la bonne route. Il y a un titre de livre que j'adore, qui était « Marchons dans les traces de nos pas ». C'est-à-dire, on a toujours l'impression qu'on est à côté de son destin, à côté de ses pas, et en fait, on marche dans les traces de nos pas. Donc, le travail principal que vous avez fait et que vous êtes en train de concrétiser, c'est de ne plus être dans la négation, que vous êtes effectivement dans les traces de vos pas, et que tout ce que vous avez vécu est en train de vous aider, de devenir une sorte de synopsis parfait pour vous amener à ce fameux équilibre dont on parlait tout à l'heure, et harmonie. Maintenant, on met un tas de choses, les hauts potentiels, etc. Mais en fait, chaque génération, moi je commence à avoir un peu de bouteille, je suis pas un gamin, trouve des explications qui n'en sont pas vraiment, quoi. Oui, il y a certainement des fois des logiques, mais sachez que vous, en tout cas, vous n'êtes plus dans le déni. La seule chose que Brigitte disait, c'est que maintenant il faut y aller à fond, quoi. Comme je disais à l'auditrice précédente, c'est que maintenant vous savez où aller. Vous n'avez plus aucune raison de douter de vous. Vous avez déjà eu des preuves extérieures par vos compagnes. Vous avez eu des preuves par les conférences que vous avez pu faire. Donc maintenant, ça va, quoi. Passez à autre chose. Et maintenant, témoignez de ce que vous êtes, sans vouloir imposer aux autres, sans vouloir briller nécessairement. Et la voie de l'humilité, la voie de la simplicité, dont lequel tout être peut se réaliser, va permettre que vous trouviez l'équilibre. Et je terminerai en disant que penser aux arbres, c'est que finalement, s'il n'y a pas de racines, si on est totalement aérien, et dans aérien il n'y a rien, eh bien on peut pas avancer. Là vous avez bien compris que vous avez trouvé où vous s'arrêtez vos racines, à l'injure, au dénigrement, les phrases qui tuent. On disait, vous connaissez les phrases qui tuent, le tutu. Il faut jamais dire tu seras bon à rien, qu'est-ce qu'on va faire de toi. Enfin toutes les phrases qui cassent les enfants, que ce soit les professeurs, les parents, l'environnement, les copains qui se font pas de cadeaux entre eux, dans les jeunes, dans les cours de récréation. Et tout cela permet quelque part à nous aider par la suite, et vous êtes déjà au-delà de la suite, à trouver la guérison. Parce qu'en fait, on est sur Terre pour apprendre à guérir, parce que c'est la seule explication que j'ai trouvée, moi, parce que quand ça fait des siècles et des millénaires qu'on est toujours dans les mêmes problématiques de dualité, de conflit et tout. Mais ce que j'ai compris par les sagesses traditionnelles celtes, il y a des écrits du VIe siècle qui parlaient de ça m'avait complètement éveillé, c'est de dire qu'on était sur Terre pour guérir, et que tout ce qui nous est proposé, c'est pour nous faire avancer. Et je trouve que ça change complètement, on sort de la culpabilité, parce que ça, la culpabilité, c'est la pire des choses, et on rentre dans la positivité. Même les pires épreuves sont une sorte de scénario de vie qui vont nous permettre d'avancer. Et moi, je trouve que vous avez déjà compris tout ça. Alors, perdez plus de temps avec ce que vous avez déjà compris et avancez. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Oui. Très, très aidant. Bon, merci. Ainsi que Brigitte. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage, Steve. On fait une petite pause et on continue dans un instant. Venez aussi nous parler de vos croyances et on va vous aider à expérimenter grâce à Patrick Daquet qui est avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons à parler des croyances et comment on peut justement s'en libérer avec Patrick Daquet qui est avec nous, qui est chaman et qui vous invite donc à ce Festival international du film des traditions ancestrales et spiritualités chamanique du 3 au 5 octobre. C'est à Cahors. Vous pouvez donc réserver sur le net ou également au cinéma Le Grand Palais. Oui. Vraiment, ce sont des tas de films très différents avec il y aura donc des débats, des concerts. N'hésitez pas, c'est une belle manière justement de retrouver notre vraie nature et peut-être d'être mieux dans son corps. Tout à fait. Retrouver sa nature par la nature. C'est un joli slogan. J'adore. Oui, non, mais c'est un très joli slogan. Et ça veut tout dire. Mais absolument, n'est-ce pas, Marie-Laurence? Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Brigitte. Eh bien, on vous écoute, allez-y. Alors, je suis tout à fait en écho avec Patrick. Effectivement, je pense comme vous qu'on a des blessures et que ces blessures, en les transformant, on retrouve son authenticité. Moi, je l'ai expérimenté plus particulièrement dans les rapports amoureux, dans la recherche de relations d'un homme, de mon partenaire.
J'ai longtemps cru, j'ai été mariée longtemps avec un homme qui correspondait à ce que ma famille ou mes parents m'avaient inculqué, m'avaient fait croire. Alors, m'avaient fait croire. J'étais d'accord pour le croire. En tout cas, je le pensais. Bien sûr. Mais vous voulez dire que vous l'avez choisi parce que ça faisait plaisir à vos parents ou parce que c'était, d'après vous, le mari qui vous convenait? Je l'ai choisi au départ parce que il avait les critères qui semblaient correspondre à ceux que mes parents m'avaient inculqués. C'est-à-dire sécurité, sécurisant, un travail de salarié, une ambition, une voiture, une envie de maison. Voilà, on était sur des critères très terre à terre. Oui, bien sûr, non, mais le matériel. Le matériel. Mais il faut pas, enfin, je sais pas quel âge vous avez, mais vos parents, oui, c'est ce que j'imaginais à peu près. C'est-à-dire que vos parents ont connu la guerre, ont connu les difficultés, et la notion du matériel était une notion très importante parce que voilà, il faut toujours aussi comprendre que chaque génération a ses valeurs. Et c'est là où déjà il faut se rebeller. J'aime bien ce mot de rébellion parce que c'est pas une révolution non plus. C'est juste savoir se positionner un peu différemment par rapport à la génération qui nous précède. Complètement. Moi, c'est on va dire le travail sur moi, le travail spirituel justement, qui fait qu'à un moment, je suis allée chercher quelles étaient mes propres valeurs. Alors justement, c'est intéressant, je vais en profiter parce que je pense que sur le plan amoureux, c'est notamment plus intéressant encore que sur le plan général de la vie. Est-ce que c'est par votre corps d'abord que vous avez senti que ce mari finalement c'était pas celui qu'il vous faut? Peut-être plus par le mental et les émotions. Les émotions, c'est le corps, hein. C'est pas les émotions, c'est le corps. Mais vous avez raison, ça fait partie du cœur. Ouais. Je peux me permettre de vous demander combien d'années vous êtes resté en vie commune? En vie commune, mariée et vie commune, 33 ans. Ah, 33, c'est un nombre intéressant, c'est le nombre parfait d'un cycle. C'est pas par hasard qu'on a donné cet âge-là à Jésus. C'est qu'en fait, c'est le nombre d'un cycle complet. C'est intéressant. Le cycle jusqu'au bout, on est d'accord. Et vous savez, moi je pense que il faut pas avoir de regrets. C'était aussi, je n'en ai aucun. C'était aussi la nécessité d'avancer. Vous aviez des objectifs communs. Et voilà, après vous passez à autre chose, vous changez, le monde change. Hein. Complètement. Et c'est parce que on vit ces croyances, en tout cas, selon moi, c'est parce que j'ai vécu ces croyances-là qu'elles m'ont limité. Que pour reprendre ce que disait Brigitte, il y a eu un moment de rébellion, d'aller me chercher moi, qu'est-ce qui vibre chez moi, et quel est en fait celui qui va me correspondre et pas celui qui va correspondre à mes parents. Donc aller chercher autre chose que ce qu'on m'avait enseigné. Donc bien sûr, Marie-Laurence, enfin moi j'ai toujours tendance à considérer qu'il faut oser sa vie. Mais soyons indulgents avec nous-mêmes. C'était peut-être plus sécurisant en effet pour vous que tout d'un coup envoyer balader et vos parents et cet homme qui a priori quand même, je suppose, vous a rendu heureuse et a été peut-être le père de vos enfants et avec lequel vous avez quand même fait des choses, voyez. Oui, disons que c'est plus facile une fois qu'on est sorti de cette croyance, qu'on a trouvé quelque chose dans lequel on est en harmonie, dans lequel je suis bien aujourd'hui en couple, que j'ai ce regard en me disant effectivement ça ne me correspondait pas à l'époque. Vous savez, j'aime bien l'image de l'escalier que j'ai déjà utilisé, c'est qu'un escalier, ça se gravit marche par marche. Oui. Et c'est pas parce qu'on a déjà acquis d'être arrivé à un premier étage, par exemple, qu'il faut oublier totalement toutes les difficultés qu'on a eues à arriver à ce premier étage. Et ça nous a façonné, ça nous a construit, ça nous a aidés. Et souvent, l'épreuve, c'est comme un rite de passage, ça nous permet contrairement à son mot, de passage, c'est pas vrai, c'est un rite de sage, parce que ça nous permet d'accéder à une autre
une autre expérience de vie. Et c'est comme cela qu'on va franchir un deuxième palier, troisième palier. Il faut accepter. J'ai bien aimé ce que disait Brigitte précédemment quand elle parlait de la culpabilité. La pire des choses, c'est la culpabilité. Oui. Et ne pas se juger. Et quand on se fait prendre la main dans le pot de confiture, ce qui m'arrive encore beaucoup là, au lieu de me juger, de culpabiliser, je rigole un bon coup sans me moquer de moi-même, mais en m'amusant de la commedia dell'arte, de la comédie humaine. Et qu'est-ce que je fais? Je rigole sans me moquer et j'avance et j'essaye de rectifier et j'y arrive tant bien que mal à mon rythme. Et c'est ainsi qu'on peut avancer beaucoup plus facilement sans la culpabilité et le jugement de ces expériences passées. Je suis une grande rieuse, pour reprendre vos mots. Oui, c'est cela, j'aime beaucoup. Je ris beaucoup des expériences et de la façon dont je trébuche, dont je tombe. Oui. Et sans vous moquer, j'imagine. Hein? Ah non, sans me moquer. Vous avez compris beaucoup de choses, croyez-moi. Mais il faut garder cette capacité à rire, parce que les enfants rient pour un rien. Bien sûr. Mais il y a moins de filtres. Et il faut pas oublier que c'est une belle manière justement de rendre les choses plus légères en fait. Oui, et puis vraiment de se trouver soi, cette authenticité du rire spontané, il est là en nous, quoi. Oui, mais en même temps, on avance et on a l'impression parfois qu'on on s'est enfin trouvé, on sait enfin qui on est. Et puis il nous arrive encore autre chose, et puis on redécouvre encore des facettes de nous-mêmes. C'est un chemin sans fin. Jusqu'à notre dernier souffle, Brigitte. Mais absolument. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi rester très très modeste quand vous entendez des gens qui disent moi je sais qui je suis, moi je sais. Bon, ils ont découvert tout d'un coup une partie d'eux-mêmes. Ils ont l'impression que ça y est, mais on sait très bien à quel point alors c'est peut-être à la fois le côté extraordinaire de l'être humain, mais c'est aussi ce qui est compliqué le fait d'être humain, parce qu'on est très complexe. Hein. En plus, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est que il faut arriver à honorer les êtres qui nous ont fait du mal et qui sont nos bourreaux. Ça, c'est vraiment une phase très difficile, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a avancé. Alors ils peuvent nous détruire, attention, je suis pas en train de dire. Mais si on en est sorti, c'est aussi d'honorer ces princes noirs, ces maîtres sombres qui nous ont permis d'avancer. En tout cas, on a accepté d'aller avec eux. Donc on a aussi notre part de responsabilité. Oui, et puis ils nous ont enseigné quelque chose, la preuve. Et donc, la personne avec qui vous avez vécu une grande partie de votre vie, ces 33 ans, mérite d'être honorée aussi, parce que quelque part, il vous a accompagné pour vous faire avancer. Oui. À son corps défendant, c'est pas ce qu'il voulait peut-être. Oui, bien sûr. Voilà. La première personne à qui je pardonne, c'est moi-même. C'est moi-même. Voilà, bravo. D'avoir accepté cette expérience aussi longue sans me rebeller. Et puis, merci à moi, à un moment, que le déclic se soit fait, que la résilience s'est prise dessus par rapport à la colère, les blessures, ce genre de choses. Donc oui. Il y a une sagesse celtique ancienne qui dit que la force de vie nous permet d'être capable de dire oui et de dire non. La seule chose, c'est qu'il faut pas dire oui quand il faut dire non, et il faut pas dire non quand il faut dire oui. Et si on dit non quand il faut dire oui, ou le contraire, eh bien tout simplement parce qu'on est mais j'arrive pas à dire le mot. On est embrigadé là dans des filets mental, généalogique, on l'a vu tout à l'heure, qui fait que on va dire oui en sachant que c'est pas ce qu'on devrait faire, mais c'est plus raisonnable de dire oui, ou c'est plus raisonnable de dire non, vous voyez. Et puis quand on avance avec les années et la sagesse, et quand on n'est pas dans le déni, c'est votre cas, eh bien on commence à dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Et ça, c'est la force de vie qui le permet. Oui, mais je reviens au corps. Le corps fait oui ou le corps fait non. Oui, le corps, on l'a vu tout à l'heure, les maladies psycho. Exactement, quand on est malade, c'est le corps quelque part qui nous dit qu'on n'a pas tout à fait agi comme on aurait dû, bien sûr. Vous savez que moi, je suis amené à faire des guérisons traditionnelles. Bien, le nombre de zonas qui sont liés à des chocs émotionnels sont considérables, quoi. C'est pas que ça toujours, mais le plus souvent. Le zona, oui. Le zona, oui. Bon, je fais partie d'une famille qui en déclenche pas mal, mais ils ont effectivement un choc dans les années 62 qui
pourrait être à l'origine de quelque chose qui ressort aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et avec un peu d'humour, je dirais qu'après le zone A, il faut passer aux zones B, et vous êtes déjà aux zones C, vous. Hein. Ah, ça vous a fait rire, merci. C'est assez drôle, il faut reconnaître. Effectivement. Bon, eh bien. Bravo à vous, en tout cas, je sens que vous êtes quelqu'un de bien droit et que vous marchez bien dans les traces de vos pas, oui, comme le prédécesseur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence de votre témoignage. On va continuer évidemment à évoquer ces croyances. On voit bien, hein, la plupart des croyances, évidemment, elles nous viennent de l'enfance. Hein. Oui. C'est normal. Quand on est enfant, il faut bien croire à quelque chose. Oui. Ce qui est formidable, c'est que les enfants naissent avec pratiquement pas de filtre. Et l'éducation, c'est de leur mettre un paquet de filtres. Alors on va essayer quand même, avec les années à venir, de moins en moins, mettre de filtres sur nos enfants, tout en leur faisant un cadre, évidemment, mais de les laisser exprimer leur créativité, leur simplicité et leur unicité, quoi. Oui, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, l'adolescence, c'est aussi une période où on doit s'éloigner et puis se rebeller pour... S'il n'y a pas de rébellion, c'est une catastrophe pour certains. Évidemment. Bref, si vous avez envie de réagir avec Patrick Daquet, vous nous appelez au 0826 300 300. On va se retrouver après les infos et je vous propose une petite devinette. Écoutez bien, parce que on peut trouver la réponse. Ah. Quelle est la profession privilégiée des femmes qui ont des yeux en amande? Je vous laisse le temps des infos pour trouver la réponse. Je vais réfléchir. Et ça peut se trouver. Et bien sûr, on vous attend. N'hésitez pas à réagir sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. D'informations, bon après-midi à notre écoute. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer vos croyances, comment on se sort de ces croyances. Et je rappelle cette phrase de Patrick Daquet, ne croyez pas, expérimentez, c'est tellement juste. Et trouvez votre nature par la nature, c'est une autre phrase qu'on a découvert aujourd'hui, que je trouve très bien, que je me l'approprie aussi, si vous permettez. Elle n'est pas à moi, cette phrase. Elle existait avant que je... Eh ben, c'est pas grave. Je m'en suis inspiré, elle est universelle. Eh bien, on va tous s'en inspirer. Patrick Daquet, vous êtes chaman, vous êtes auteur de nombreux livres. Le dernier, L'histoire d'un homme ordinaire qui devient chaman celte, c'est aux éditions Vega. Dans ce livre, vous racontez un peu toutes vos expériences assez incroyables. Hein. On peut presque imaginer qu'il y a des choses qui ont été inventées, tellement c'est fou. Hein. C'est romancé, mais il n'y a rien inventé. Non, je sais bien. Et puis, vous nous parlez aussi de ce festival que vous organisez, ce festival international, parce qu'il y a des chamans du monde entier, de films, de traditions ancestrales et spiritualité chamanique. C'est du 3 au 5 octobre à Cahors. N'hésitez pas, si vous êtes dans la région, d'aller faire un petit saut. Vous retrouvez évidemment le programme également. Et pour réserver, cinélegrandpalais.fr. Merci. Alors, la petite devinette, je crois que vous êtes tout content parce que vous avez trouvé la réponse. Oui, j'ai trouvé. Quelle est la profession privilégiée des femmes qui ont des yeux en amande? Eh ben, j'ai dit une contractuelle. Absolument, c'est la excellente, bonne réponse. Pour une fois que je gagne quelque chose. Non, vous gagnez mon estime, c'est pas rien. Hein. Ah bon, je croyais que... Bon, je pensais gagner une amende, mais... Une amende, si vous voulez. On va essayer de trouver une amende. On a des noisettes peut-être, mais est-ce qu'on a des amandes? Je ne sais pas. Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Arnaud. Merci à vous de m'avoir invité pour cette belle émission et avec un très très beau sujet selon moi, comment sortons de ces croyances. Ça me fait penser à une métaphore qui a été faite il y a à peu près 2000 ans avec l'allégorie de la caverne de Platon. Oui, tout à fait. Mais rappelez-la, oui, Arnaud, rappelez-la peut-être à nos auditeurs, parce que nous, on fait les savants, là, on connaît, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, c'est quand même pas... Bien sûr. C'est une métaphore pour dire que c'est le cheminement.
de la sagesse, de la quête de la vérité, en partant d'un postulat que on naîtrait avec des chaînes au cou et aux mains, et que on était face au monde des ombres, et devant nous il y aurait des ombres comme ça qui défileraient et qui nous stimuleraient. Et le but, en fait, de la vie, selon Platon, ça serait de s'apercevoir qu'on a des chaînes, qui peut être une métaphore aussi avec des peurs, des opinions, des choses comme ça qui nous limitent. Et ensuite, sortir de la caverne de plus en plus, voir un feu qui est la source des ombres avec lesquelles des gens dominent et font créer les ombres qui sont projetées au fond de la caverne. Et enfin, le but ultime, ce serait de sortir de la caverne et de passer de la grotte du monde inférieur de la matière au monde supérieur qui est celui de la spiritualité, du monde des idées, du bien, du beau et du vrai. Oui, bah, tout est dit. Bon courage. Voilà, c'est ça. Mais il faut oser sortir de sa zone de confort, ou en tout cas qu'on croit de confort, parce que très souvent, quand on reste accroché à nos croyances, c'est parce qu'elles ont été mises en place pour nous défendre de peur, elles ont eu leur rôle, hein, vous le disiez tout à l'heure. Vous avez dit, Brigitte, c'est peur, le mot peur. Par les peurs, on est dans la stagnation. Et au fond, transgresser ses peurs. Notre plus grand danger, c'est la peur de mourir. Une fois qu'on a compris ça, on n'a plus de raison d'avoir peur, en fait. Alors les sages celtes disaient cela exactement. Brigitte, vous en faites partie, je vois. C'est que je suis à bonne école avec vous, Patrick Daquet. Toutes les peurs, derrière toutes les peurs, il y a la grande peur. Et c'est intéressant de voir que même si on a peur des araignées, eh bien derrière c'est la peur de la mort qui se profile. Et ça c'est déjà une conscience qu'on prend, et ce qui fait qu'on se guérit toujours de la peur des araignées, on se guérit en transgressant cette peur, en allant vers les araignées. Alors j'ai pris les araignées, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai, toutes les peurs les peurs nous empêchent d'accéder à notre vraie réalité en fait. Et d'ailleurs, je l'ai dit précédemment, hein, qu'est-ce qu'il fait un dictateur? Il crée une peur et il va se présenter comme le protecteur de cette peur. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir entraîner les masses et les foules. C'est de la manipulation. Donc les peurs nous manipulent et elles nous appartiennent, ces peurs-là. C'est pas celui qui la manipule contre nous ou pour nous appâter qui est le responsable, c'est nous qui rentrons dans la peur et où nous allons où c'est confortable pour nous. Donc très juste, Brigitte, les peurs, c'est l'essence de pratiquement toutes les contrariétés et les échecs dans notre vie. Presque. Arnaud, je vous en prie, vous êtes à l'antenne, hein, vous pouvez continuer. Et du coup, c'est intéressant. J'ai une asso de philo où justement on aborde ces sujets-là. Et donc du coup, c'était le thème de samedi dernier. Du coup, où en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun puisse venir et apporter sa parole, un peu comme ce que vous faites vous aussi dans votre émission. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que les cavernes changeaient en fonction des personnes, qu'il y en avait qui avaient l'impression que ça soit le monde qui soit comme ça, par exemple tourné sur la matérialité ou le consumérisme, qui serait les ombres finalement, mais qui serait pas le but de l'existence. Le but de l'existence, c'est bien l'avancée, la vérité, la transcendance, quelque chose d'ultime, quoi. Si je peux me permettre quand même, oui. Excusez-moi, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est une question que je vous pose. Vous dites la matérialité serait l'ombre, mais moi je pense pas que l'incarnation, la matérialité est l'ombre, hein, parce que tout est vibration, ondulation, que ça soit visible ou invisible, c'est ce qu'on y met dedans. Oui, j'entends bien. Ça me paraît très religieux, là, votre affirmation. Non, mais j'ai peut-être mal compris. Hein, oui. Pas de problème, et peut-être que je me suis mal exprimé, mais on a deux polarités, quoi. Le monde de la matière, mais qui est aussi, et comme vous dites, une forme de
finitude a une vibration aussi. Mais vous dites tous les deux la même chose en fait. Pour essayer de faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent, en fait, ça veut dire qu'il faut avoir les pieds sur terre, mais s'élever la tête vers le ciel. Non, mais Hermès Trismégistes disait ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire que il n'y a pas dans l'incarnation le mal et le péché, et dans le monde invisible la vérité. Je suis d'accord, mais pour pouvoir s'élever, il faut quand même s'enraciner. Ah bah complètement, un arbre ne peut pas grandir. Et c'est ce que dit Arnaud, enfin je crois. Oui, non mais bien sûr, je suis d'accord avec tout ça en tout cas. Et bien sûr que si par exemple on perd pied, eh ben oui, on est perdu un peu dans des flots bien sûr. d'instabilité. C'était pour dire une sorte de polarité matière et lumière ou spirituelle. Oui, mais ce que vous voulez dire aussi, Arnaud, c'est que si on reste trop accroché justement à la matière, c'est une ombre qu'on ne peut plus dépasser. Et si on est trop attaché à la lumière et qu'on fuit la matière, ça va pas non plus amener une solution. On est d'accord. Exactement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux. Moi, je suis d'accord avec tous les deux aussi. Ça, sans problème. Ouais, également. Et ce qui était intéressant, c'était justement ça, avec des échanges où on a vu que par exemple le fait de penser être sorti de la caverne ou sorti de ces chaînes, parce qu'il y a des gens qui ont cette impression-là, et ben finalement ça peut être encore une autre pièce de la caverne. Vous voyez, comme si les croyances au final n'étaient que quelque chose de passé, et finalement non, parce que après peut être une sorte d'orgueil ou d'égocentrisme ou de choses comme ça, et qui peuvent aussi nous enfermer. Et c'est ce qui est intéressant et je trouve assez sublime dans ce monde sensible et ce monde de la caverne qu'on assigne à la matérialité, mais qui a quelque chose qui paraît évident mais qui est trompeur, et que dans une humilité et une foi profonde, on allait pouvoir justement déconstruire ces mauvaises croyances. Et alors, comme ça. Je voudrais vous demander, Arnaud, vous êtes sorti de la caverne ou pas, vous? Non, en chemin, on essaye. On essaye. Je pense que déjà, c'est de se rendre compte de ce qui nous limite, nos chaînes, nos peurs, nos croyances, nos archétypes, des choses comme ça. C'est la première étape. Mais après, il y a toute l'ascension. C'est pas évident d'essayer de comprendre que oui, il y a des gens qui dominent les autres en formant des ombres. Oui, mais ceux-là sont parfois plus dans la caverne que vous. Et en plus, ceux qui dominent, il y a aussi la liberté de celui qui est dominé de dire non. Bien sûr. Ceux qui acceptent d'être dominés, c'est donnant, quoi. C'est un peu le mythe de Sisyphe. Vous parlez aussi du mythe de Sisyphe, j'y pensais là tout à l'heure. M'est venu la Divine Comédie de Dante. On retrouve un peu le même thème de Platon, mais c'est peut-être pas l'émission de philo là. Mais le mythe de Sisyphe, c'est un peu ça. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que sur Sud Radio, on peut échanger sans que ça parte dans les tours, et ça c'est formidable. Bah non, pourquoi? Bah non, mais attendez, on entend parfois sur certaines chaînes. Arnaud est tellement juste aussi dans sa vision. C'est formidable, oui. Et je suis tellement content qu'il ait cité Platon, qui est quand même une fondation de la pensée contemporaine, philosophique. Merci beaucoup Arnaud de cet échange en tout cas, et c'est chouette ce que vous faites tous les samedis. Et bravo pour votre lucidité. Et vous n'êtes pas un dernier mot. Oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Juste, ce qui est beau, c'est qu'on puisse se réunir dans le réel. Comme ça, nous, ce qu'on organise avec notre association, c'est ça. On s'organise tous en rond et on parle d'une thématique et on fait ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque énormément dans une société où les réseaux sociaux, où les médias nous divisent. Je pense que c'est ça le vrai fondamental de l'homme. Et comme ça, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de gens qui pensent mieux que les autres. C'est chacun où on met un thème, et je vous assure que ce qui ressort de ces thèmes et de ces séances est vraiment magnifique. J'en doute pas. On voit qu'il y a une autre intelligence qui se crée, et pour moi, ça, c'est la beauté de l'humain, et qu'on a tendance peut-être à perdre un peu. Voilà. C'est formidable de renouer avec cette sagesse ancienne. On appelait ça les cercles de parole chez les anciens. Et le conseil des anciens, c'était qu'un cercle de parole, et finalement tout le monde avait raison. Et celui qui a émetté l'avis tout le monde avait tort.
Non, tout le monde avait un peu raison. C'est-à-dire que chacun était porteur d'une parcelle de vérité. Et à la fin, quand le tour de parole est terminé, on s'aperçoit que tout le monde est unanimement d'accord. C'est ce qui doit se passer dans vos cercles d'intelligence artificielle, j'imagine. Non, c'est pas artificiel. Cercle d'intelligence collective. N'est-ce pas? Merci Arnaud. Merci. Et bravo à vous. On fait une petite pause et on se retrouve avec notre nouvelle rubrique. C'est maintenant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. L'incarnation, là, c'est le péché. Eh bien, Patrick Daquet, on est en direct, ça y est. Stop. Vous êtes avec nous pour nous parler de ce festival. On peut retrouver bien sûr toutes ces infos sur le web. Là maintenant, c'est maintenant une nouvelle rubrique où justement quelqu'un va pouvoir parler de quelque chose qu'il n'a jamais osé dire. Il va pouvoir peut-être demander pardon à quelqu'un. Et c'est Myriam qui nous rejoint. Bonjour Myriam, merci d'être avec nous. Bonjour et encore merci d'avoir... Mais je vous en prie. Vous avez eu raison de pouvoir nous exprimer. Bonjour Myriam. Mais parce que les mots qu'on dit nous libèrent, vous savez Myriam. C'est tellement important de dire. Oui, vous avez raison. Merci. Et je crois que vous voulez dire quelque chose que vous n'avez jamais osé dire à vos enfants. Exact. J'ai 2 enfants merveilleux. J'ai 2 petits-enfants merveilleux aussi. Et donc c'est surtout à mes enfants que je m'adresse. Je leur demande pardon de pas pouvoir tout au long de ces années je n'ai pas eu la force de pouvoir me définir et de m'imposer comme autorité parentale. C'est-à-dire que j'ai eu une éducation assez libérale, assez belle, mais où j'ai entendu toujours « sois gentil » et puis si tu veux quelque chose une fois, tu vas pas insister, tu vas pas élever la voix. Donc si vous voulez, cette éducation-là m'a empêché de pouvoir m'imposer auprès de mon mari pour pouvoir mieux guider mes enfants. Donc j'ai 2 enfants merveilleux qui ont bien réussi dans leur vie. Mais je leur demande pardon parce que j'ai pas pu les protéger à l'âge où ils étaient en pleine adolescence, où ils avaient besoin d'un seul discours, c'est-à-dire le père et la mère ensemble, de pouvoir leur montrer un chemin clair. Voilà. Surtout parce que mon mari, il avait besoin surtout s'opposer à moi plutôt que de voir l'intérêt de mes enfants. Voilà. Vous aviez un mari donc assez autoritaire qui a imposé sa loi en quelque sorte. Oui, mais même si c'était en défaveur de mes enfants. Il était violent, non? Verbalement très violent, oui. Voilà. Verbalement, d'accord. Donc verbalement. Le problème, c'est que aujourd'hui, après 45 ans de mariage, je n'ai absolument aucune excuse et je sais, Brigitte, ce que vous pensez. Non. J'aurais dû partir avant, je sais. Non, je pense pas. Alors, détrompez-vous, je pense pas ça du tout. Vous savez, on est anesthésié. Vous savez, avec un pervers narcissique, on prend perpète. Absolument. C'est ça le danger. Absolument. C'est ça le danger. C'est-à-dire que s'il était peut-être violent physiquement, ou s'il me trompait au moins visiblement, j'aurais pu... Myriam, vous savez, c'est ce dont on parle avec Jean-Charles Bouchou, notamment, de ces violences invisibles. C'est-à-dire que comme ce ne sont que des mots, quand je dis que ce ne sont que des mots, c'est déjà énorme. On a l'impression que c'est pas grave, on entend, mais ça va passer. Mais non, parce que ça s'entend, et tout doucement, ça fait des ravages à l'intérieur de vous. Et vous aviez une éducation qui vous disait d'être gentil. Vous avez été gentil au début et à un moment donné, en effet, vous avez perdu toute votre force, toute votre capacité à vous opposer, parce qu'à un moment donné, oui, il aurait fallu vous opposer. Mais surtout, ne vous en voulez pas. Vous avez fait ce que vous avez pu et aujourd'hui, bravo de prendre ce courage de le dire
à tous ceux qui nous écoutent, parce que là, enfin, vous osez vous affirmer et vous osez dire votre vérité. Myriam, je peux vous demander, votre joli accent, il vient d'où? Ah, il vient de loin. Il vient de loin d'un pays, si vous voulez, qui, malheureusement, jusqu'à 20 ans, il y avait une dictature. Donc, si vous voulez, les pervers narcissiques, d'habitude, ils choisissent des personnes qui ont souffert ou qui ont été très disciplinées. Et c'est quel pays, s'il vous plaît, Myriam? C'est la Roumanie. Oh, c'est un beau pays, je connais bien, j'ai été invité là-bas. J'adore les Roumains, j'adore les Roumains. Oui, c'est-à-dire qu'on est gentils. Mais vous étiez à l'époque de Ceausescu, c'est ça, vous voulez dire? Oui, exact. C'est pas pareil. Moi, j'y suis allé pas à l'époque de Ceausescu. Vous savez, Myriam, que nous avons quelqu'un qui vient souvent dans cette émission, qui est également de ce pays, Vincent Hupertan, qu'on reçoit d'ailleurs, je crois, vendredi, il me semble, je crois que c'est vendredi. Oui, c'est ça, c'est vendredi. Vendredi, Vincent Hupertan vient également de Roumanie. Il m'en a beaucoup parlé. Et on n'imagine pas à quel point c'était une dictature terrible. Si, oui, terrible. Il y avait une dictature terrible, mais si vous voulez, la seule chose dont je suis reconnaissante, c'est que je peux encore me réjouir de tout. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout blasée parce que j'étais tellement privée, si vous voulez, que la seule chose dont je suis reconnaissante, c'est que jamais rien n'est acquis et que je peux encore me réjouir de toutes petites signes de liberté. Myriam, excusez-moi, pour comprendre, vos enfants vous ont fait des reproches sur cette période de vie où vous n'avez pas été soutenante? Je vais vous dire quelque chose, non, mais du fait que le discours n'a pas été clair en ce qui concerne les dangers de la vie, comme par exemple fumer ou commencer une vie sexuelle trop tôt, voilà, avec les conséquences derrière, si vous voulez, il y a eu des petites sorties de route. Et vous pensez que vous êtes fautif de cela? Voilà, et si vous voulez, je n'ai pas pu m'imposer à l'époque. Je vous donne un simple exemple. Vous voyez comment ça va me faire vous allez comprendre. Comme je ne fumais plus depuis longtemps, j'ai fumé quand j'ai connu mon mari, mais c'est lui qui fumait plus tôt, voilà. Je sentais si jamais mes enfants ados avaient fumé. Et donc, j'avais dit... mais vous n'avez pas... de cigarettes et tout ça. Ouais. Et vous n'avez osé rien dire. Au lieu de dire, voilà, votre maman a raison, on finit tout ça, il me disait devant les enfants que j'étais KGB. Et donc, vous voyez, double blessure pour moi. Ben oui, bien sûr. Parce que venant du communisme... ça vous renvoie à vos origines. Et deuxième chose, il me disait, mais toi, t'as fumé, t'as rien à dire. Donc, c'est exactement le discours qu'un enfant, un ado... Oui, mais Myriam, vos enfants vont bien aujourd'hui, donc ça montre bien que ces petites sorties de route... Oui, mais ma fille, elle a arrêté de fumer, mais à 45 ans. Oui, ça vous appartient pas, Myriam. Ça vous appartient pas, ça. Oui. Vous auriez pu leur mettre tous les interdits de la terre, peut-être qu'ils auraient fumé quand même. Ils en auraient peut-être fait plus encore. Je vois autour de moi les amis à moi qui sont tous les deux, ils étaient des fumeurs, mais quand ils ont dit on ne fume pas, voilà, leurs enfants ne fument pas. Oui, mais il y a plein de cas contraires aussi, madame. Ne portez pas toutes les souffrances de vos enfants. C'est ce travail que vous avez à faire, c'est d'accepter que vos enfants ont leur souveraineté à eux, leur vie à eux, et que vous n'êtes pas responsable des choses bien et pas responsable des choses mal qu'ils peuvent vivre dans leur vie. Vous êtes une des actrices importantes en tant que leur maman, mais ils ont leur souveraineté, leur liberté aussi. Vous ne pouvez pas reporter toute leur souffrance. Vous êtes convaincu de ça? Vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec ça. Je vais vous dire, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que j'aurais voulu que mon rôle de mère, mon rôle d'éducateur, tu vois, j'ai jamais mis en cause Myriam, ces méthodes. Excusez-moi, mais il est temps de faire la paix. Les remords, les regrets, ça sert à rien. Réjouissez-vous de la vie à chaque instant, comme vous l'avez si joliment dit. Merci. Et vous faites beaucoup de suppositions. Et il y a Don Ruiz, qui était quelqu'un que je connaissais, un sage péruvien, disait qu'il ne faut jamais faire de suppositions.
Car en fait, peut-être vous auriez pu être très juste dans votre éducation avec vos enfants et que finalement, eux, ils en auraient fait exactement le contraire. Donc c'est des suppositions. La réalité, c'est que vous devez vous pardonner à vous-même et d'avoir été peut-être, d'avoir accepté beaucoup trop d'humiliation de la part de votre environnement. Et je pense que vous avez un grand pardon à vous donner à vous-même. Merci Myriam, on se retrouve pour le Sexo Conseil. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Lahaie Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, notre Sexo Conseil, Patrick Daquet, on va parler aujourd'hui des 4 phases de l'orgasme. Écoutez bien, c'est intéressant. Oui. D'abord, il y a un éveil des sens, une montée de l'excitation. Ensuite, il y a une phase qu'on appelle plateau. C'est une phase où il y a énormément de plaisir, qui est plus ou moins intense, qui démarre bas et qui monte plus ou moins vite. C'est ce qu'on appelle la phase plateau. Puis ensuite vient l'orgasme. Donc la jouissance, l'explosion des sens, etc. Et après, il y a ce qu'on appelle la phase de résolution. Et ce qui est intéressant dans ce Sexo Conseil, c'est que ces 4 phases, elles vont être différentes chez chacun d'entre nous, et tout particulièrement entre l'homme et la femme. La seconde, la première, elle est évidemment plus rapide chez l'homme que chez la femme en règle générale, et parfois même un peu lente chez la femme, cette fameuse montée de l'excitation. La seconde, elle est généralement plus courte chez l'homme, la phase de plateau est souvent plus courte. La troisième phase, donc celle de l'orgasme, elle est pratiquement toujours atteinte chez l'homme et pas toujours chez la femme. Et la quatrième phase, c'est généralement la femme pour qui cette phase dure plus longtemps, ou en tout cas elle a envie qu'elle dure plus longtemps, tandis que chez l'homme, elle est souvent rapidement terminée puisqu'il s'endort. Et donc c'est important de comprendre la sexualité du couple par rapport à ces 4 phases et essayer de s'accorder un petit peu mieux, parce que sinon évidemment ça va créer des mésententes et puis ensuite des pannes de désir et des non-envies de faire l'amour, puisque on ne s'est pas suffisamment entendu sur ces 4 phases. Vous avez quelque chose à ajouter, non? Que puis-je rajouter comme si je parlais une autre langue. Non, mais pas du tout. J'écoute et j'essaie de voir ce que ça me renvoie, l'effet miroir de ce que ça me renvoie. Et déjà, la première chose, c'est que moi, je m'endors pas après. C'est bien, c'est bien. Et j'estime, parce que je ne suis pas, j'ai pas cette connaissance, je suis pas sexologue ni rien, mais au niveau de mon humanité, j'estime que l'acte d'amour est un aboutissement, l'amour physique est à la fois un commencement. C'est-à-dire que c'est le point d'équilibre entre l'avant et l'après. Et s'il n'y a pas cet équilibre, il y a déséquilibre dans l'avant et dans l'après. C'est joli, non? C'est très joli. C'est très joli. Alors, on va passer à ce jouet que j'ai entre les mains, que je viens d'essayer de faire démarrer et qui m'a l'air assez top. Et c'est Nathalie qui l'a reçu pour nous. Bonjour Nathalie. C'est un cactus? Non, c'est pas du tout un cactus. Bonjour Nathalie, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, je vous entends bien. Ouais. Alors vous avez reçu ce vibromasseur Rabbit Falling 4 en 1 Pretty Love qu'on trouve sur concordelove.fr. Alors d'abord, il est très beau. Oui, je trouve la couleur est belle en tout cas. D'accord aussi. Et alors, très belle couleur. C'est vraiment le top du top, parce qu'il fait tout à la fois. Exactement, tout à fait. Ouais. On peut pas dire que oui, il est parfait. Oui. Donc c'est les nouvelles versions des Rabbit, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la partie qu'on introduit dans le vagin et il y a la petite. Alors avant c'était des oreilles de lapin, là c'est une petite boule avec des petits picots d'ailleurs qui vibrent aussi pour la poser sur le clitoris. Et alors ce qu'il a de plus intéressant, c'est qu'il y a un roulement à billes qui monte et qui descend dans le corps du. Alors il fait un peu de bruit, je suis désolée, mais je vais essayer de montrer. Vous voyez, il y a des. Ce qui évidemment c'est censé stimuler l'intérieur du vagin pour le rendre plus sensible. C'est à peu près ça, je l'ai bien décrit, Nathalie. Oui, exactement. Et c'est vrai que moi, je rejoins le même partage que vous. Et c'est vraiment parfait, quoi. C'est vraiment très bien fait, très fin. En plus, c'est vrai que c'est important aussi. Et très, très bien, très agréable. Bien.
Eh bien, écoutez, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller sur concordelove.fr et avec le code promo Sud Radio 15, vous aurez 15% de réduction, ce qui est intéressant parce qu'il est relativement cher, il est à 62,90 €. Et puis Nathalie, vous me donnez sa note. Eh bien, on peut dire 10. Hein. 10 sur 10, oui, je crois. Ouais. Je crois qu'on peut dire 10. Très bien. Ouais. Eh ben, je vous le laisse, Nathalie. Merci beaucoup. Et si quelqu'un d'entre vous a envie de le recevoir, ce jouet, eh bien, il vous suffit d'aller sur notre site sudradio.fr. Vous vous inscrivez pour participer à l'émission, avec l'émission que vous voulez, hein, pas forcément aujourd'hui. Et on vous fera un plaisir de vous l'envoyer. Et on continue tout de suite avec Catherine. Bonjour Catherine. Pardon, Adeline, excusez-moi. Catherine, je sais pas pourquoi je... C'est pas bien grave. Excusez-moi, Bonjour. Adeline. Il n'y a pas de mal. Bonjour Adeline. Merci d'être avec nous. Merci à vous, parce que franchement, si on m'avait dit que j'aurais un chaman au bout du fil cet après-midi, j'aurais pas cru que ce soit possible. Eh ben oui, Donc, je vous le confirme. Émission de bonne qualité. Alors... Il y a les dogman et il y a les chamans. C'est pas ouais, mal. je comprends un petit peu. C'est de l'humour. Hein. Oui, mais pour moi, finalement, je préfère les dogman, moi. Après, Je préfère les chiens aux chats, moi. Voilà, il y a les chiens ou les chats, où il y a les gens qui sont dogmatiques et qui sont un peu à l'opposé de la philosophie chamane, qui est très très ouverte, elle. Enfin, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé chez moi pour revenir un peu au thème de l'émission, mais je l'ai écouté et c'est vrai que beaucoup de personnes sont revenues aux sources, donc plus à tout ce qui est chamanique, suite, je vais dire, aux expériences compliquées que la vie nous a, entre guillemets, offertes. Moi, j'étais chat noir, tout le monde disait ça de moi. C'est vrai que c'était assez compliqué, même mes relations amoureuses. Les psys, bon, j'ai pas, ça a jamais, pour moi, ça m'a jamais fait trop évoluer, j'ai trouvé. Et puis, je me suis souvenu que l'enfant que j'ai été était beaucoup en contact avec son environnement, avec la nature. Et j'avais eu une enfance assez difficile. Et pourtant, c'est là que j'arrivais toujours à me sortir, on va dire, des passes difficiles, un père violent, une mère qui était très absente parce qu'elle travaillait beaucoup. Du coup, on devait un petit peu se débrouiller chaque fois qu'il y avait des épisodes orageux, on va dire, pour essayer de s'en sortir. Et en fait, moi, c'est en allant m'isoler, en prenant de la distance par rapport à ce père violent, au sein de la nature toute seule, que je trouvais ma force. Oui, ça me touche beaucoup parce que j'entends souvent cette résilience qu'on trouve soit avec les animaux, soit avec la nature. Et c'est là où on voit que finalement, vous avez raison, Patrick Daquet, on est si proche de la nature et on l'ignore trop. On est la nature. On est la nature, oui, tout à fait. Il n'y a pas de différence. On est la nature. On l'est, et heureusement que je l'ai senti parce que je pense que ça m'a sauvée. Vous avez raison, Brigitte, j'avais aussi des animaux. Donc, par exemple, un chien, quand vous fuyez, il va être là. Il va se coucher à côté de vous. Et puis après, vous repartez, je sais pas au bout de combien de temps, je n'ai pas souvenir, mais c'est peut-être 1 heure, c'est peut-être moins ou plus. Et ça m'est arrivé même de m'endormir sous un arbre protecteur. Et c'était mon arbre. Aujourd'hui, je peux le retrouver parce que j'habite à 2 heures de lui, mais ça reste pour moi j'allais dire une personne, une entité qui aura. Mais oui, Adeline, oui. Pourquoi ? Parce que en tant qu'enfant, vous avez parlé à cet arbre et d'une certaine manière, il vous a répondu. Vous vous êtes sentie comprise par cet arbre. Et ce qu'il y a de plus terrible pour les enfants, c'est se sentir incompris par ses parents. Et grâce, ou pas pouvoir parler. Oui, et ou pas pouvoir parler, mais c'est pareil. Si on peut pas parler, on peut pas se sentir compris. Vous avez raison. Et quand on parle à un chien, à un oiseau, à un arbre, eh bien, on se sent, ça y est, on communique, et donc on se sent vivant. C'est essentiel ce que vous dites.
Ça, c'est la partie, effectivement, de lien, de communication. Puis il y a la partie invisible, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes une énergie. Autour de nous, il y a une énergie qu'on dégage. Hein. Ça, personne ne peut le contester. L'arbre dégage aussi une énergie. Et le fait d'être dans son aura, dans son énergie vibratoire, un vieux chêne, eh bien, va faire qu'il y aura une syntonisation d'énergie qui va se faire. On peut appeler ça guérison, ce qu'on veut. Moi, j'aime pas trop, mais j'aime mieux dire syntonisation d'énergie qui fait que c'est une vraie médecine, quoi. Elle puise sa force, elle puise de la force dans cet arbre, bien sûr. Et l'arbre aussi puise, hein, et c'est un échange égalitaire entre l'arbre et vous. On n'est pas tout le temps des mendiants, hein. Il vous donne et vous donnez aussi à l'arbre. C'est l'échange égalitaire. J'ai souvenir qu'effectivement, j'avais ce besoin de le serrer. En fait, c'est tout simplement le besoin de serrer un parent ou quelqu'un qui va vous réconforter. Mais quand il n'y a personne et qu'il est là, vous la trouvez, l'énergie. C'est en contact avec la terre chaude ou un arbre que vous serrez. C'est un sentiment de chaleur, d'embrasser. C'est la nature en l'occurrence, mais pour moi, elle m'a sauvée, c'est clair. Est-ce que vous savez, Adeline, que je pense qu'on le sait maintenant, mais c'est peut-être c'est pas assez populaire, c'est que les scientifiques ont prouvé que tous les arbres étaient reliés entre eux dans une forêt, par leurs racines dans le souterrain. Et même un arbre qui est mort, un arbre mort, une souche, il y a des liens permanents qui subsistent entre tous les arbres d'une forêt, même quand ils ont été coupés. C'est passionnant de voir qu'il y a cet égrégore collectif. Et nous, quand on s'insère dedans, eh bien, on en bénéficie, si on peut dire. Et je trouve que c'est des médecines qui coûtent pas cher. Il suffit d'aller se promener en forêt, de prendre le temps qu'il faut pour se choisir son arbre. Et croyez-moi, essayez si vous l'avez jamais fait, vous aurez des surprises. C'est pas réservé aux allumés, c'est réservé à tous ceux qui osent s'ouvrir à la nature. C'est ça. Et quand vous dites que, oh non, mais moi je sors de tous ces psys, Bon, là, il se trouve que dans ma vie, je suis obligée un peu d'y revenir par rapport au fait que je vais consulter avec ma fille qui est maman depuis quelques années et qui fait qu'on a des relations un peu tendues parce qu'elles sont parties sur une base, on l'a modifiée, enfin bref. Et moi, aujourd'hui, quand je suis dans ce cabinet, je me sens pas vraiment en accord avec tout ce que j'entends, qui est complètement terre à terre, qui va pas nous permettre d'avancer aussi simplement, je vais dire, que revenir à des choses simples, à une base qui est ni vraiment dans des bouquins, ni vraiment laisser le cœur, notamment, par exemple, se connecter directement avec son cœur pour trouver, face à un problème, par exemple, fermer les yeux, essayer de se mettre au repos chez soi ou dans un endroit en tout cas privilégié, la nature comme on disait, et puis là se faire des scénarios et celui sur lequel le cœur va vibrer le plus, c'est celui-là qui nous conviendra. Vous connaissez la chanson de Pierre Brassens ? Laquelle ? Non, je vois pas laquelle. Au pied de mon arbre. Ah oui. Georges Brassens, je dis Pierre. Georges Brassens, au pied de mon arbre. C'est vieux comme le monde, hein. C'est que son arbre, c'est un confident. Ça peut être aussi un enseignant, comme vous le dites. Et puis moi qui aime bien la symbolique, on parle bien de l'arbre généalogique. Hein, donc, l'arbre généalogique, nos ancêtres comprenaient bien aussi à quel point les arbres sont si proches de nous. Les racines, le fêtage, enfin. Il y a tellement de mots. Merci beaucoup, Adeline. En tout cas, je voudrais dire, Adeline, bravo pour ce témoignage magnifique. Mais je rajouterais quand même qu'il y a des psys formidables et que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que on peut très bien confier sa psyché et à la fois bénéficier de la bonne médecine de la nature. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Ce sont les phrases de Patrick. Merci à vous, Adeline. On fait une petite pause, on va conclure dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Patrick Daquet est avec nous, chaman, oui, un vrai chaman, comme le disait Adeline. Et on est ravis de vous avoir avec nous. Je rappelle votre dernier livre, L'histoire d'un homme ordinaire qui devient chaman celte. C'est aux éditions Vega. Vous racontez votre propre parcours avec toutes les épreuves que vous avez traversées. Et il y en a, et vous êtes là, souriant, presque avec un regard d'enfant. Vous avez retrouvé votre âme d'enfant, et c'est ça aussi qu'il faut jamais perdre, cette âme d'enfant qu'on a tous.
Sinon, on devient un vieux con. Hein. Le jour où on perd son âme d'enfant, c'est le début de la fin. Oui. Nous allons conclure avec vous, Catherine. Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Patrick. Alors merci pour cette très belle émission qui m'évoque tellement de choses. J'ai écouté quelques témoignages, dont le dernier, de cette dame qui parlait de sa relation à la nature et aux animaux. Ça, c'est la fin de mon parcours. Et moi j'ai eu une enfance abusée sexuellement. Quand j'étais une toute petite fille, j'avais 6 ans, et après par un autre homme de 10 à 12 ans. On raborde ce sujet lundi avec Bruno Clavier, hein, je le précise pour ceux qui nous écoutent. Alors, ça a été la toute première épreuve de ma vie, bien qui sûr. a été une souffrance intolérable, parce qu'effectivement après, c'est parce que ça a conduit à des conduites très préjudiciables pour moi, dans l'automutilation, l'autosabotage, en fait tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, et donc moi ma première croyance c'était que je n'étais pas aimable, et de continuer à me laisser abuser et à me sentir même coupable d'exister. Mais par contre, alors je croyais à ce moment-là que c'était que je pensais me protéger, en tout cas être dans le contrôle que je n'avais pas du tout. Mais en tout cas, cette croyance m'a aidé à avancer à ce moment-là de ma vie. Et après, je suis tombée malade. Donc j'ai eu un cancer, j'ai eu une sclérose en plaques. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses comme ça, d'autres épreuves qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont dit bon, maintenant tu vas. Je suis allée consulter. J'ai fait une psychothérapie qui a duré 5 ans pour comprendre et me questionner sur à la fois sur ses croyances, parce que ça c'est le sujet d'aujourd'hui, et c'est vrai que c'est venu tout de suite à la conscience d'où elle venait, et surtout pour aller revisiter tout mon passé et comprendre tout ce qui se passait et où j'en étais à ce moment-là de ma vie. Et ce qu'on entend bien, vous voyez, dans votre témoignage, c'est que ces croyances à ce moment-là vous ont permis de tenir à peu près. Elles m'ont aidé à avancer. Ouais, effectivement. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est-à-dire que il faut pas être anti-croyance, mais il faut à un moment donné aussi pouvoir les laisser de côté. C'est la thérapie, si je comprends bien, qui vous a aidé. Totalement. Et alors, ce qui est formidable, parce que j'ai bien aimé le dernier. Alors, il y a 2 choses que j'ai relevées. Je crois que c'est vous, Patrick, à un moment donné, vous avez parlé, quand vous parliez de la sexualité avec Brigitte, en disant que c'était un commencement et un aboutissement. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai 62 ans. Donc, moi, j'ai une sexualité totalement épouvantable dans ma relation avec les hommes, excepté, alors, j'ai été mariée 27 ans, c'était le père de mes enfants, donc là c'était une relation plutôt sécure quand j'ai choisi cet homme, donc avec une sexualité qui est très vite été sous silence, zéro sexualité pendant mis de côté, oui. Voilà, mis de côté. Et ensuite, donc aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un. Et donc ça m'a profondément ça m'a heurté, mais dans le bon sens, hein, dans le sens où je dis waouh, mais c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre la sexualité comme un commencement, c'est-à-dire à la fois un commencement et un aboutissement. Mais à chaque fois qu'on fait l'amour, c'est un truc de fou. C'est juste magnifique en fait. Félicitations, bravo. Et après ma relation, alors mon compagnon, il a une chienne. Et alors, moi, j'étais pas très chien, j'étais plutôt chat. On a toujours eu des chats à la maison. Et en fait, cette chienne, alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais on est du même signe astrologique, parce que moi, je fais un peu d'astrologie. Et alors, j'ai eu un coup de cœur pour cette chienne, elle s'appelle Pia. Et Pia a un coup de cœur pour moi, mais tout de suite, parce qu'Eric m'avait dit, mon compagnon m'a dit, bon, si ça ne matche pas avec Pia, ça va pas le faire entre nous, quoi. Ça ne fera pas. Enfin, voilà, c'était. Mais c'est normal. Non, c'est pas drôle. C'est tout à fait normal, j'ai dit effectivement. Mais c'est normal, Patrick Daquet. Non. Mais si. Enfin, bon, ça c'est un autre sujet. On va pas rentrer sur le. Oui, en fait, je comprends parce que lui, voilà, cette chaîne est venue, l'a sauvé lui aussi, a sauvé un peu sa vie, et donc j'ai eu un coup de cœur et elle aussi.
Et c'est quelque chose de merveilleux parce que cet attachement, et même j'ai le sentiment c'est pas un sentiment, j'ai des émotions très fortes quand je suis au contact de Pia, comme quand je suis au contact de la nature, parce que j'ai un sentiment profond j'ai besoin de m'isoler, oui, c'est une forme de solitude recherchée. Oui, de vous ressourcer, on va dire. Pour me ressourcer. Bien sûr. C'est ça. Et donc avec cette chienne aussi, alors que ma fille, elle a un chien, un chat. Bon, alors j'ai une relation forte avec son chat, mais bon, pas avec son chien. et pas avec d'autres chiens. Et d'ailleurs, je travaille dans un environnement où il y a un chien. Peut-être, puisqu'on parle aussi de vibrations aujourd'hui, cette chienne qui doit avoir 6 ans, si je me fie à son nom, elle a forcément des vibrations en corrélation avec Eric, puisqu'il s'appelle Eric. Et comme vous avez beaucoup de connexion avec lui sur un plan vibratoire de l'amour, bah forcément elle a des connexions avec vous. Elle vous accueille parce qu'il fait, enfin vous faites un peu partie de lui et il fait un peu partie de vous et quelque part c'est une belle histoire. C'est un trio inséparable. Mais alors, moi, ma grande victoire aujourd'hui, enfin, quand je dis très humblement, c'est que grâce la thérapie que j'ai faite, grâce à la thérapie, je suis revenue. Et après, ce que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de yoga, c'est de revenir au corps, parce que moi, mon corps, je ne l'aimais pas. Oui, et ma mère, en plus, attisait un petit peu ça, parce que j'étais une belle jeune fille, une belle femme, et donc j'ai toujours caché mon corps, parce que je voulais pas attirer les regards, etc. Et en fait, aujourd'hui, je m'aime, j'aime mon corps, j'aime la personne que je suis aujourd'hui, et parce que je suis revenue justement à ce corps que j'ai, je me suis réapproprié, que je connais bien. Alors il est ce qu'il est aujourd'hui, mais en tout cas cette relation-là. Mais c'est le vôtre et vraiment merci de conclure par ça, parce que je crois que ne pas accepter, ne pas aimer son corps, c'est déjà un handicap terrible pour ne pas être libre. La sagesse des anciens disait que quand on aime son corps, le corps nous le rend bien. C'est joli, hein? Et j'aime bien aussi, il y avait une sorte de méditation tantrique où on mettait une glace devant son sexe et on regardait son sexe, ce que les gens font rarement, et il fallait parler à son sexe et dire toutes les choses qu'on aimait en lui et toutes les choses qu'on trouvait beau et qu'on ne lui avait jamais osé dire. Ça remonte à des souvenirs d'il y a une 40aine d'années. J'avais trouvé ça magnifique, extraordinaire, et ça illustre cette sagesse que ce qu'on donne à son corps, eh bien le corps nous le rend. Merci en tout cas Patrick Daquet. Je rappelle que vous êtes chaman et que ce Festival international du film des traditions ancestrales et spiritualité chamanique, c'est du 3 au 5 octobre à Cahors. Tout de suite vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir, et demain on sera avec Christian Jamin et on va parler de la femme sexy. Sud Radio, votre avis fait la différence.